c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Alors, aujourd'hui, dans le podcast de la loose, on reçoit Charlotte Apieto, donc qui est entrepreneur depuis plus de 7 ans maintenant et qui a généré plus de 2 millions de chiffres d'affaires tout en vivant la Dolce Vita. Charlotte, je pense que vous la connaissez peut-être à travers sa première entreprise, qui était une entreprise de formation en reconversion, Postadem. D'ailleurs, j'ai suivi Side Project. Et aujourd'hui, elle est désormais mentor business pour les entrepreneurs qui veulent gagner plus de 100 000 euros par an tout en vivant leur meilleure vie. Charlotte, bonjour, comment vas-tu ? Merci beaucoup pour cette introduction. C'est intéressant d'entendre, pour parler de loose, on reçoit Charlotte Apieto. C'était parfait comme intro. Je suis ravie de savoir que tu es une ancienne aussi de Side Project et tu étais membre chez Postadem, c'est chouette. Je suis ravie d'être là, en tout cas je suis très contente d'être avec vous pour parler loose. Évidemment, je ne suis pas experte en loose, hein, mais... Et ne t'inquiète pas, on va y aller progressivement avant de rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par un petit jeu, c'est 10 questions, tu réponds par oui ou par non. Si t'as envie d'expliquer, tu expliques. Si t'as pas envie de donner d'explication, il n'y a aucun souci aussi. On y va crescendo. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Ok. Est-ce que t'as déjà envoyé un email sans la pièce jointe ? Oui. Est-ce que t'as déjà posté une boîte à questions sur Instagram et obtenu 0 réponse ? Oui, je crois que c'est arrivé. Est-ce que t'as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post, enfin peu importe ? Oui, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça me tend, donc oui. Est-ce que t'as déjà envié, jalousé ou peut-être même détesté une personne qui réussissait ce que toi tu galérais à faire ? Oui. Okay. Est-ce que t'as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Pas énorme. Ah, je pense que ça serait intéressant qu'on puisse y revenir dessus pendant l'échange. Est-ce que tu as déjà pleuré dans le cadre de ton business ? Oui. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Bah oui, et j'ai tout arrêté puisque j'ai vendu ma boîte. Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Oui. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une publicité, une stratégie, un recrutement ou quoi qu'est-ce lié à ton activité ? Oui, oui. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Non. Ok, cool. Merci beaucoup pour tes réponses. En tout cas, je suis une experte loose, hein, finalement, on y est. On dirait pas comme ça, mais... On se découvre à travers ces questions. Intéressant. Bon, super, merci pour ces réponses. Ça donne déjà du fil à retordre après pour ton introspection personnelle. Mais donc Charlotte, on te connaît à travers, à la base, Postadem, puisque c'était ta première entreprise, hein, justement, que tu as revendue. Et sur les réseaux sociaux, tu partages quand même pas mal de moments de vie, hein, beaucoup de bouffe, hein, beaucoup de beaux lieux, beaucoup d'endroits sympas, justement liés à la Dolce Vita. Hein, c'est vraiment l'objectif que tu essayes de, j'imagine, exprimer à travers tes posts, etc. Et je me rappelle avoir vu, alors je sais pas si c'était une interview ou un post que tu avais fait, où tu disais que tu parlais rarement, ou tu t'étendais pas trop sur les moments où ça n'allait pas dans ton business, justement les moments un peu down, parce que tu avais envie d'être dans ta bulle et préserver ces moments-là. Bon, aujourd'hui on est là pour parler des galères quand même, hein, parce que c'est ça qu'on veut savoir un petit peu, qu'est-ce que tu traverses aussi. J'imagine que tes premières galères c'était à travers Postadem, puisque tu t'es lancé il y a 7 ans dans Postadem. Est-ce que tu te rappelles, justement, c'était quoi la première galère marquante à travers ce business ? Ouais, alors il y en a eu plein, effectivement. Ce que je partageais je vois de quelle story tu parles, c'est qu'effectivement, pour moi, quand on est en plein dedans, quand on est en train de vivre une difficulté, je trouve que c'est très compliqué d'en parler à ce moment-là, de le transmettre, parce qu'en fait, moi, en tout cas, je dis on, mais c'est mon fonctionnement.
pendant que je suis en train de régler un problème, je suis pas en train de le partager, tu vois. Si tu es en train, je sais pas, de galérer à monter ton meuble Ikea, tu es là avec la notice, t'en as marre, tu jettes les trucs par terre, t'es pas en train de faire une story, alors bonjour, voilà comment monter un meuble Ikea et voilà les leçons que j'en ai apprises, tu vois. Non, en fait, c'est 2 moments différents dans ta vie, mais comme d'ailleurs toute émotion très forte que tu as besoin de processer. Tu vois, par exemple, je vis aussi plein de choses ultra positives, mais pendant que je suis en train de les vivre, je ne peux pas être en train de les partager puisque je suis en train de les vivre, tu vois. Et je trouve que sur ce qui est difficile, en fait, comme il y a, entre guillemets, du négatif dedans, c'est intéressant quand on le partage, qu'il y ait quelque chose d'utile, en fait, à en tirer. Le positif aussi, tu me diras, mais en termes de vibe aussi que tu envoies. Et du coup, pour être en mesure d'en tirer un truc quand même intéressant ou utile, c'est vrai que ça nécessite de laisser un petit peu de temps. Pour autant, je pense que c'est important effectivement de partager les après coup ou en tout cas les galères petites, plus importantes. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé le thème de votre podcast. Et quand je me suis lancée à mon compte au niveau des galères, alors il y en a qui me sont venus. J'essaie vraiment de me souvenir du tout début de Postadem. Premier truc qui m'est venu que j'avais occulté, c'est que je pensais à cette époque-là que c'était important d'avoir un site internet tout de suite. Voilà, bon, autre sujet, mais en tout cas, je voulais faire mon site internet. Et à ce moment-là, j'avais pas encore de réseau, je savais pas encore comment on choisissait les bonnes personnes avec qui travailler. Et un ami m'avait recommandé un gars qui faisait des sites internet, qui était un ami à lui. Et en fait, le site devait sortir un petit peu avant Noël. Et le gars devait faire mon site. Sauf qu'en fait, il faisait que faire traîner, j'avais pas de news et machin et tout ça. Et évidemment, qu'est-ce qui a fini par se passer? C'est qu'il m'a totalement ghosté. Alors, il est toujours en vie, je vous rassure. J'ai eu des nouvelles interposées parce que je me suis inquiétée quand même, tu vois, sincèrement. Il est en vie, c'est juste que le projet a dû le gonfler. Donc, en fait, je me suis retrouvée entre Noël et Jour de l'An à avoir dit oui, le site, il va sortir, machin, et il n'y a rien qui est sorti puisque c'est pas prêt. Et heureusement, j'ai un copain qui a pu, entre Noël et Jour de l'An, m'aider à faire le site et sortir le site. Donc, c'est une petite galère, mais sur le coup, en fait, je pense que vous le savez, quand on démarre quelque chose, c'est hyper frustrant, puis on se dit que les gens vont penser je sais pas quoi. Donc voilà, c'était une petite galère à ce moment-là. Et l'autre qui me vient, une galère plutôt commerciale. Je me souviens d'avoir voulu vendre un atelier en présentiel. J'avais déjà commencé à vendre des coachings et tout ça. Je faisais déjà un tout petit peu de chiffre d'affaires, mais j'avais voulu faire un atelier en présentiel et je m'étais dit peut-être que je pourrais avoir une dizaine de participants. J'habitais à Paris à ce moment-là et puis voilà, ça pourrait être cool. Et j'ai vendu 0. J'ai vendu absolument 0 et le deuxième que j'ai relancé, j'ai vendu seulement 2 places et du coup, j'ai préféré prendre les gens en individuel parce que c'était plus pertinent comme ça. Et je me souviens m'être dit mais mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Pourtant, c'était un projet important pour moi et tout ça. Donc il y a eu des petites galères effectivement au démarrage de ce genre-là quoi. Super intéressant. Et du coup, quand tu as lancé Postadem, est-ce qu'avant, tu avais des compétences quelconques justement dans l'entrepreneuriat, dans le marketing, dans la vente? Est-ce que tu avais un parcours scolaire, des études relatives à ça ou pas du tout? Non, alors en termes d'études, on peut penser que c'est un rapport, mais ce n'est que d'apparence, puisque du coup en études, moi j'ai fait Sciences Po et ensuite j'ai fait une école de commerce pendant 1 an en master spécialisé. École de commerce, on n'apprend pas à faire du marketing qui va permettre de développer un business. Hein. Ça n'a aucun rapport. En plus, j'étais dans une filière pour devenir consultant dans les gros cabinets de conseil en stratégie, etc. Donc, c'est pas du tout ce que j'utilise aujourd'hui. Non, j'ai appris sur le tas en fait. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de contenu qu'aujourd'hui. Hein. Il suffisait pas d'ouvrir Instagram pour avoir des conseils business. Et du coup, j'essayais de trouver de rares ressources en ligne, d'ailleurs souvent en anglais. Pour savoir comment rédiger un article de blog parce que c'était plus le blog à ce moment-là pour essayer de vendre etc. Donc j'apprenais sur le tas en fait. Donc non, je pense que c'est pour ça que c'est un message que je porte, c'est que tu peux te lancer même si jusque-là t'as pas eu un parcours là-dedans. Parmi tous mes petits camarades et amis entrepreneurs dans le business en ligne, quasiment personne n'a eu soit de parcours scolaire, académique, classique là-dedans, soit de job salarié en rapport avec ça. Très souvent, c'était un parcours très différent avant. Donc, on passe tous par là, c'est normal. Génial. Et avec le recul et l'expérience que tu as aujourd'hui, est-ce que tu sais dire justement qu'est-ce que tu avais mis en place à cette époque-là pour vendre tes premiers ateliers? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux?
Oui, alors c'est quand même flou parce que c'était il y a voilà 6-7 ans, donc ça commence à remonter un petit peu. Je sais que j'arrivais à vendre mes coachings individuels. Et justement, je pense que ce que je faisais bien à ce moment-là, c'était d'avoir c'est un truc sur lequel j'insiste aujourd'hui, c'est d'avoir des conversations avec les gens, j'organisais des événements en présentiel gratuits, pour le coup, les apéros post-ADEME pour pouvoir rencontrer, closer, etc. Je faisais du contenu, donc ça, ok. Par contre, ce qui n'avait pas marché sur l'atelier ou probablement aussi sur des coachings que j'ai pas réussi à vendre, je m'en souviens plus, il y a 6-7 ans qui a accepté, refusé, j'avoue que ça date un peu, mais l'atelier de mémoire, il n'y avait pas une promesse super claire, c'était on va parler de ça, c'est telle thématique, mais ok, avec quoi tu repars concrètement? Il me semble que ça c'était pas très bien amené. Je pense de mémoire que j'ai dû en parler peut-être une fois ou deux, éventuellement 3, mais il n'y avait pas forcément d'urgence qui devait être créée. Je devais partir du principe parce que je l'avais dit une fois, tout le monde était au courant sur la terre entière, tu vois, des choses comme ça. Donc de mémoire, c'est ce genre d'erreur qui était faite, quoi. Donc effectivement, sur le coup, on se dit, oh, mais attends, si ce lancement ne marche pas, si cette offre ne marche pas, je suis foutue, rien ne fonctionnera. Et en fait, avec le recul aujourd'hui, des offres, j'en ai lancé des dizaines. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Il y en a qui fonctionnaient, puis après qui fonctionnaient plus. Bon, voilà. Donc de toute façon, c'est le jeu du marché, quoi. Et justement, qu'est-ce qui a fait? Parce que ça doit faire peur quand même, enfin ça fait peur hein, quand t'arrives pas à vendre quelque chose, t'arrives pas à vendre une offre, et pourtant, surtout si t'avais le coaching individuel qui fonctionnait, euh, est-ce que ça a remis quand même en question ton avancée dans l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a un moment quand même où tu t'es dit, ouais, vraiment ça va pas marcher, en fait, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai voulu me lancer là-dedans et tout? Je sais que ces ateliers, en fait, je me revois me dire, bon, à un moment, je vais pas m'éterniser là-dessus, tant pis, je refais pas, quoi, tu vois, voilà, je me souviens pas avoir tergiversé, je me souviens m'être dit, oh là là, pourquoi ça marche pas, machin, mais j'ai pas passé des 3 plombes à me morfondre là-dessus. Après ça, quelques mois après, j'ai lancé ma première formation en ligne. J'avais un objectif de chiffre d'affaires de 2500 €, ce qui me semblait énorme parce que c'était un mois de chiffre d'affaires pour moi. Donc je me disais, waouh, faire 2500 sur un lancement où du coup j'ai pas à délivrer en coaching derrière, c'est complètement fou. J'ai fait 2500 tout pile sur ce lancement. Et en fait, 2 ou 3 mois plus tard, j'ai voulu lancer une autre formation en ligne que j'ai lancée. Et j'ai fait 1000 € de chiffre d'affaires, ce qui du coup était pas bien par rapport à la première. Et je me souviens m'être dit, zut, est-ce que c'était un coup de chance la première fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je me souviens de moments d'inquiétude même au tout premier lancement de Side Project, du coup, que tu as fait, qui était vraiment le programme phare de Postadem. La première fois que je l'ai lancé, c'était tout début 2019. En plus, j'étais coachée à ce moment-là par un entrepreneur de notre secteur, une grosse boîte connue, etc. Et il m'avait dit, sur ce lancement, tu peux faire tant. Et j'avais pas fait tant. Et je me revois en mode remise en question. Alors, ça n'a pas duré 15 ans, hein, mais je revois vraiment l'heure du lendemain de lancement quand il y a les résultats définitifs. Où j'étais là, c'est pas du tout ce qu'il m'avait dit. Je suis trop nulle. Ça marchera jamais. Et machin. Et je pense que pendant 1 heure, je devais être en boucle là-dessus. Bon, voilà. Donc, effectivement, Side Project, entre-temps, il a été relancé maintes et maintes fois. Parfois, ça a fait un carton. Parfois, c'était un poil moins bien. Ça reste un produit qui se vend quand même très bien. Je pense que quand on a vraiment un product market fit, voilà, même si tous les lancements ne sont pas égaux, c'est quand même une offre qui fonctionne. Mais on est passé quand même au tout démarrage par effectivement 1 heure de la catastrophe interplanétaire, quoi. Ouais, quand même, il y avait cette grosse remise en question. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais tu es quand même passé par cette phase de ma vie est foutue, je suis trop nulle, j'arriverai jamais à rien. Alors qu'on m'avait dit que je fais sans Je pense que c'est ça, en fait. C'est dans mon fonctionnement, il y a le petit moment de panique de oh là là, ça ne va pas. Il dure pas très très longtemps et il dure de moins en moins longtemps aussi parce que je sais maintenant, tu vois, quand c'est le début, c'est autre chose. Mais quand t'as l'expérience, moi je sais que les moments où ça m'arrive encore, où je me dis Kata, en fait, je me dis non mais attends, est-ce que ça t'est déjà arrivé une situation similaire? Oui, tu es toujours vivante, tu gagnes toujours bien ta vie, ton business est toujours là. Oui, ok, donc il va y avoir des solutions. Et puis aussi parce que à force je connais aussi les coulisses des autres entrepreneurs. Je veux dire, via les masterminds, le réseau, les amis et tout, je vois bien en fait ce qui se passe chez les autres et je sais bien aussi les looses qui arrivent aux autres. Et donc au final, quand il se passe quelque chose comme ça, j'arrive à savoir si, déjà de quoi ça peut venir. Assez rapidement, j'arrive à voir de quoi ça vient.
Quand je sais pas de quoi ça vient, je me dis j'aurai l'explication un jour, ou je l'aurai pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Donc j'arrive à relativiser beaucoup mieux. Après, je pense qu'aussi notre capacité à relativiser, elle dépend de pas mal de facteurs en dehors d'expérience. Elle va dépendre d'un point de vue très pragmatique, la trésorerie qu'on a sur notre compte en banque. Parce que quand on est en galère de trésor, qu'elle soit perso ou pro, relativiser un échec, c'est plus compliqué. C'est vrai que moi aujourd'hui, en termes de trésorerie perso, j'ai vraiment zéro risque. Enfin, il faudrait vraiment que pendant des années, ce soit la cata pour que je me retrouve en difficulté. Donc, je n'ai pas l'angoisse de pas pouvoir payer mon loyer ou manger le mois prochain. Donc, effectivement, ça permet de relativiser beaucoup plus que quelqu'un qui serait dans cette situation-là. Et au niveau pro, ça, j'ai bien connu par contre les moments de peur sur la trésorerie. Donc, peut-être qu'on pourra en parler. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que j'ai vendu ma société précédente et machin. Donc voilà, il y a des circonstances qui font que il y a pas de risque. Pour autant, j'ai des objectifs, j'ai des projets d'investissement qui font que j'ai quand même un objectif un objectif financier qu'il est important pour moi d'atteindre. Et où si je l'atteins pas, ça va quand même créer des problèmes et tout que j'ai pas envie de vivre. Donc il y a quand même un enjeu financier. Mais voilà, j'ai pas de risque de mettre la clé sous la porte, sauf grosse catastrophe. Mais c'est des choses que j'ai pu connaître sur la trésorerie pro, pas perso, mais pro. Et effectivement, c'est d'autres choses. Donc ça va jouer dans notre façon de gérer aussi le stress, l'échec, etc. Ce qui peut jouer aussi, c'est notre santé physique et mentale. Ça joue aussi énormément dans notre perception des échecs. Si on est dans une phase de vie dans laquelle, en fait, on est, tu vois, juste à l'échelle d'une journée. Imagine, t'as passé une journée sur ton canapé à mal manger, à pas t'aérer, à scroller sur Instagram et à regarder des gens qui réussissent mieux que toi. Bon, si tu as le soir un prospect sur qui tu comptais qui t'annonce qu'il signe pas, tu vas moins bien le gérer que si t'as passé ta journée en extérieur, que t'as fait du sport, que t'as mangé sainement, que tu t'es ressourcé et machin. En fait, c'est juste naturel. Et c'est pour ça que je prône aussi, d'où la Dolce Vita et l'importance de notre santé physique et mentale en tant qu'entrepreneur, c'est parce que c'est beaucoup plus gérable, les échecs et les problèmes, quand en fait on se sent bien dans nos baskets. Ça n'a rien à voir en fait. Donc d'ailleurs ça arrive même avant les enjeux de trésorerie, parce que si tu te sens bien intérieurement, en fait, même si ta trésorerie elle est à risque, et ben justement tu vas être dans l'état émotionnel et mental qui te permet d'affronter la situation et de te sortir de là avec le moins de casse possible, quoi. Bon voilà, c'est une longue réponse sur ce sujet, mais voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Non, mais c'est super intéressant parce que justement, on avait un autre enregistrement ce matin où on parlait justement de l'importance du corps aussi dans le corps et esprit. Et justement, une personne qui nous disait qu'elle avait super mal au dos parce que beaucoup de stress, beaucoup de pression, etc. Et qu'effectivement, ça a entraîné un cercle vicieux où elle était tendue tout le temps, qu'elle n'avait pas la bonne énergie pour vendre non plus. Donc, ça se faisait, mais pas dans les bonnes conditions. Et même elle trouvait plus de plaisir dans son business. Donc, c'était vraiment... vraiment l'importance de prendre soin de soi physiquement, comme tu dis, et mentalement. C'est ça, et de pas attendre que on soit dans une mauvaise posture en fait. Pour ça, si c'est déjà le cas, ok, c'est le moment de s'en occuper. Mais il peut y avoir là, notamment dans les débuts dans l'entrepreneuriat, où on se dit on est à fond, c'est normal de se sacrifier, c'est normal de bosser le soir, c'est normal de tout donner pour ça. Parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux et c'est ce discours-là, et vous le savez, auquel moi je m'oppose, parce que comment ça se termine, on le voit, quelques temps plus tard, ça se termine en burn-out, en fatigue, en problème de santé. Et même quand on fait de notre mieux pour préserver notre équilibre, on n'est pas à l'abri, parce qu'en fait, on est humain et on peut pas maîtriser, même si on fait de notre mieux, on peut pas maîtriser ce qui va se passer, soit les facteurs externes, soit notre corps, etc. Donc, on n'est pas non plus à l'abri, mais on peut optimiser statistiquement nos chances que ça aille. Donc effectivement, au plus tôt on l'anticipe, au mieux c'est. Et c'est ça que je trouve qui n'est pas assez amené dans la sphère d'entrepreneuriat. Et ce recul-là, de prendre soin de toi holistiquement finalement, enfin totalement corps, esprit, etc., est-ce que tu l'as depuis toujours, avant même de lancer ton entreprise, ou est-ce que vraiment c'est venu en avançant les échelons, en te ramassant de temps en temps, en te plantant, etc., ou c'est venu comment? C'est venu... en fait, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'était pour pouvoir être plus équilibrée, en fait. C'est ça qui était compliqué pour moi dans le fait d'être salariée, c'est que,
en termes de rythme de travail, de mode de vie, de respect, de mon temps, de mon énergie. Pour moi, le salarié, en tout cas tel que je l'ai vécu, n'était pas du tout compatible avec mon rythme, avec mon bien-être. C'était juste pas possible, quoi. Donc, à partir de là, je me suis lancée pour pouvoir être connectée à mon rythme naturel, à mes envies, etc. Et pouvoir, du coup, vivre ma vie pleinement et pas soumise au travail, en fait. Donc, j'ai pensé mon business comme ça dès le démarrage. Et donc, c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit, mais oui, mais quand on démarre, voilà, comment toi t'as fait au démarrage? T'as bien dû travailler beaucoup plus et charbonner au tout début. Ben oui, j'ai travaillé, mais comme je travaille encore aujourd'hui, j'ai pas dit qu'on allait rien faire. Hein. C'est pas le message non plus. Mais dès le début, j'ai fait super attention à ça. Donc effectivement, je n'ai pas d'anecdote à raconter du genre j'étais entrepreneur pendant 3 ans, je me suis pris le mur et du coup j'ai décidé de ralentir dans ma façon d'entreprendre. Ça a toujours été comme ça depuis le démarrage. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que le mur, c'est pas très agréable à prendre. Voilà, tant qu'à faire, tu vois, si on peut éviter, on est content, quoi. Et après, je veux dire, même si je mets toutes les chances de mon côté, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir des fois ça peut être un drame dans notre vie personnelle, un problème de santé, ça peut être mais n'importe quoi qui va déboucher sur un déséquilibre, des symptômes qui vont générer. Donc, tu vois, c'est pas non plus, je me la raconte en mode, moi, rien de matin et je vivrai la Dolce Vita toute ma vie. J'en sais rien, en fait. Tout ce que je sais, c'est que je fais de mon mieux pour ça, que ça me permet de vivre au quotidien ma meilleure vie parce que, voilà, ça c'est très personnel, je n'arrive pas à me projeter. Je ne sais pas où j'en serai dans 3 ans. Je ne sais pas ce que je voudrais dans 3 ans, dans 10 ans. Je ne sais pas si je serai encore là, en fait, dans 3 ans, dans 10 ans. Donc, je suis incapable de me dire, je sacrifie des choses maintenant, et notamment le fait de vivre ma vie pleinement, mon temps pour moi, mes proches, mes activités, mes voyages et compagnie, pour plus tard. Mon cerveau ne capte pas ça. Donc du coup, à partir de là, c'est vrai que je suis plutôt en mode carpe diem, ce qui ne veut pas dire je fais n'importe quoi parce que YOLO. Je trouve ce juste équilibre-là. Mais du coup, c'est ça aussi qui fait que je trouve à la fois de l'intérêt à court terme et à long terme dans le fait de penser mon business en mode Dolce Vita et équilibre, quoi. C'est super intéressant ça, parce que c'est vrai que comme tu dis, il y a des gens qui ont du discours genre je sacrifie tout maintenant et plus tard j'en profiterai, sauf que Oui. combien d'histoires t'entends de personnes qui drame dans leur vie, maladie ou au contraire malheureusement décès, et t'es là genre super, en fait t'as rien profité, t'as juste cravaché toute ta vie et t'as rien fait pour toi personnellement, pour t'épanouir, tu t'es épuisé, tu t'es fracassé physiquement, mentalement, et tout ça pourquoi? Pour même pas profiter de tout ce dont de toute l'énergie que t'as donnée. Donc c'est intéressant de se dire, c'est quelque chose à mettre en priorité, de mettre des moments pour soi, de prendre soin de soi et de pas filer vers le burn-out parce que ça fait bien, parce qu'il faut bosser avec acharnement dans sa vie d'entrepreneur, quoi. Et du coup, est-ce que, donc, au lancement de Postadem, enfin voilà, c'était des petites looses, mais ça va, ça s'est quand même bien passé. Tu nous as dit tout à l'heure, il y a eu quand même des trucs de trésorerie. Alors, je sais pas si c'était dans Postadem ou si c'est maintenant, mais des trucs où là, t'as senti qu'il y avait quelque chose qui coinçait un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bien sûr. C'est arrivé. Le moment le plus difficile pour moi, ça a été une période où les charges avaient augmenté. Le chiffre d'affaires avait été resté identique, voire à un moment, il y a eu toute la phase post-Covid là qui a été, ça me semble un peu loin maintenant, mais qui a été bien compliquée. Plus pas mal d'autres explications qui font qu'à un moment, je me suis retrouvée, oula, en fait, on ne peut pas continuer comme ça. Si on continue comme ça, dans 2 mois, 3 mois, c'est terminé en fait. On va dans le mur, tu vois. Donc, du coup, il a fallu prendre les décisions qui s'imposaient. C'est-à-dire trouver des solutions d'un point de vue chiffre d'affaires, etc. Et malheureusement, réduire les coûts. Et donc, c'est passé par réduire l'équipe. Et ça a été un moment qui était pas marrant parce que c'est pas ce que je voulais et que justement, à ce moment-là du business, le truc qui me motivait le plus donc c'était sur Postadem, le truc qui me motivait le plus, c'était l'équipe. Donc en fait, pour moi, le sens que je trouvais dans mon business venait de l'équipe. Donc réduire l'équipe et prendre ce genre de décision-là, surtout des gens, tu vois, que j'aimais beaucoup, qui bossaient bien, etc. Quand tu dois faire un appel pour expliquer ça, c'est pas super fun. Et là, tu sens bien la loose, effectivement. Donc, il y a eu ce moment-là qui a été compliqué, alors qui, au final, a été pour, on retombe toujours sur ses pattes et qui a été pour le meilleur parce que ça a permis de simplifier le business. Ça m'a permis aussi de me rendre compte que, effectivement, j'avais envie de passer à autre chose parce que je voyais que
j'ai réussi à faire repartir le business, à redresser les choses et à pas se retrouver du coup à fermer boutique, tu vois. Donc c'est bon, je me suis sortie de là, c'est cool, j'ai appris plein de choses sur le chemin. Mais c'est ce qui m'a permis de me rendre compte aussi de pourquoi on en était arrivé là. Pourquoi est-ce que finalement c'était lourd pour moi tout ça. C'est que j'avais envie d'arrêter Postadem et j'avais envie de passer à autre chose, de faire autre chose. Donc ça a été aussi l'occasion de m'en rendre compte. Et peut-être que sans cette loose à ce moment-là, j'aurais pas été forcée de me poser certaines questions, tu vois. Donc voilà. Mais en attendant, sur le moment, tu le vis pas très très bien. Il y a eu ça. Et après, à part les petits, voilà, au tout début, quand on est au tout démarrage de l'entrepreneuriat, c'est pas des gros montants, mais sinon, tu vois, ça a pu être des lancements de produits qui n'ont pas marché. Tu vois, donc lancement de programme, je me souviens d'un qu'on avait lancé en septembre justement, sur lequel on comptait pas mal. Et en fait, en plus, erreur classique, que pourtant je connais, qu'on ne faisait pas depuis longtemps. Et ben là, je sais pas, boum. Et ben ça arrive de refaire des erreurs mais fondamentales. L'erreur étant de créer un produit avant de le vendre. C'est le truc. Pourtant, j'en ai lancé des offres, hein, donc jamais j'ai fait cette erreur-là, à part cette fois-là. Et ben boum, je suis tombée dedans, dans le panneau. Et donc, on a commencé la création d'un produit qui a quand même coûté assez cher à produire et tout ça. On est parti sur quelque chose bille en tête sans avoir de certitude que ça allait trouver son marché, que ça allait se vendre et tout ça. Et bien évidemment, ça a fait un flop qui fait qu'on n'est même pas tellement rentré dans les frais de la production. Et en plus, du coup, on a perdu du temps parce que toute l'équipe, pas toute l'équipe, mais les personnes de l'équipe qui étaient dédiées à ce produit-là, à ce lancement, elles n'ont pas bossé sur autre chose. Que tout le temps de marketing, parce qu'en fait, on avait des campagnes par mail, donc tout le temps qui était dédié à ce lancement, c'est du temps qui n'était pas dédié à une autre offre qui aurait mieux marché. Donc en fait, on a perdu plus que juste le coût de production de ce produit-là et de ce que l'équipe a coûté. Donc c'est qu'un exemple, c'est pas la fin du monde, mais ça joue quand même pas mal, tu vois, quand ça se produit. Donc ça peut être des choses comme ça a pu être aussi flop sur des nouveaux produits. Je me souviens aussi d'investissements publicitaires qui n'ont pas porté leurs fruits, ou alors qui portent leurs fruits mais tardivement. Donc là aussi pour la trésorerie, c'est un petit peu challengeant en attendant. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi sous le coude? J'ai un exemple de webinaire qui a fait 80% de chiffre d'affaires de moins que prévu. J'ai réussi à redresser le truc, mais en attendant, sur le coup, quand tu fais 80% de moins et que t'as mis, je crois que j'avais mis 30 000 euros de pub, un truc comme ça, t'es là, ce serait bien qu'on puisse récupérer l'argent au moins, tu vois. Donc des moments difficiles, il y en a eu. Un moment aussi où j'ai dû demander une avance de trésorerie à mes associés. J'étais pas très fière, mais c'est la seule solution que je voyais justement, donc il y a eu ça. Voilà, donc il y en a eu, hein, franchement, en 6 ans d'aventure sur Postadem, des moments de lose, il y en a forcément eu. Je pense que c'est pas mal déjà tout ça. Yes. Moi, ce qui m'intéresse à savoir, alors peu importe la lose en question, est-ce que ça a eu des répercussions sur l'équipe? Parce que tu as parlé que tu avais des collaborateurs, alors je sais pas si c'est des salariés ou des freelances que tu avais à l'époque sous ton aile. Est-ce que ça a eu des répercussions sur eux? Si oui, de quelle manière? Et toi, comment tu l'as vécu aussi? Parce que tu as toutes ces looses qui te tombent sur la tête, c'est toi qui mènes la barque. Comment tu fais pour garder le cap alors que le Titanic est en train de couler de temps en temps, quoi? Ouais. En fait, tu communiques. Tu communiques là-dessus. Je pense pas avoir caché des choses. Après, tu vas pas. C'est un peu comme ce qu'on disait au début. Pendant que tu vis la galère, enfin, tu vois, pendant que je suis en train de regarder les chiffres, je suis pas en même temps en train de faire un petit loom à l'équipe en mode coucou, du coup, on est presque foutu, mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé des solutions. Ça se passe pas, tu fais pas ça. Tu t'y prends comment? Tu fais le point avec toi-même. Tu regardes tout ça, tu réfléchis aux solutions, à comment tu vas communiquer, et ensuite tu le fais. Les répercussions au niveau de l'équipe, du coup, il y a des personnes avec qui j'ai arrêté de travailler à ce moment-là. Donc, du coup, la mission... Alors, c'était que des freelances, j'avais pas de salariés, mais il y a quand même des freelances qui travaillaient beaucoup avec moi, qui étaient là depuis longtemps. Donc, tu vois, c'est quand même important. Et puis, c'était pas... je les considérais pas comme des prestataires. Allez, hop, c'est bon, le contrat est terminé. Enfin, pour moi, c'était... Et pour elle aussi, c'était vraiment l'équipe, quoi, tu vois. Donc c'est émotionnellement, c'est pas évident du tout. Et comment les répercussions? Il y en a qui du coup ont dû arrêter la mission, avec qui on n'a pas repris au final après. Il y en a avec qui on a ralenti, avec qui on est reparti un peu plus fort après. Il y en a pour qui ça n'a rien changé en fait en fonction des postes et des besoins. Et en termes
je trouve que de communication, je trouve que ça a été à chaque fois bien reçu. C'est-à-dire qu'il y a personne qui m'a dit mais non, mais c'est honteux, ou ça va pas, ou je le vis mal, etc. Enfin, je le vis mal, c'était pas de gaieté de cœur, mais tout le monde a compris. Tout le monde a fait de son mieux pour à chaque fois trouver des solutions, quelle que soit la galère, que ce soit la grosse galère ou les petites galères. Moi, c'est ça que j'ai adoré dans toute l'aventure post-ADEME, c'est cette équipe avec qui on était ensemble pour trouver les solutions, pour développer le business. Enfin, vraiment là-dessus, moi, je me suis régalée. Là, dans le nouveau business aujourd'hui, alors je suis plus seule. J'ai une assistante administrative et j'ai une personne Marine, qui était avec moi sur post-ADEME. Ça fait plus de 6 ans qu'on travaille ensemble avec Marine. Et là, elle travaille aussi avec moi sur le nouveau business quelques heures par semaine, sur pas mal de choses opérationnelles, marketing, etc. Et du coup, bon, voilà, donc c'est petite équipe, quoi. Il y a Marine, voilà, mais ça reste une petite équipe, alors que sur Post-ADEME, on était quand même beaucoup plus nombreux. Et c'est un truc que j'ai effectivement adoré. Je pense que quand tu communiques, que tu cherches pas tu vois, un peu à sauver la face, mais que tu dis la vérité, bien sûr, d'une façon qui est clean, qui est claire, où tout le monde s'y retrouve. Je dis pas que j'ai communiqué parfaitement et que c'était, oulala, tout était nickel et parfait. Mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux, ça s'est bien passé. Et puis voilà. Je sais pas trop quoi ajouter là-dessus. Et vis-à-vis de toi, du coup, comment tu l'as ressenti? Est-ce qu'il n'y avait pas une dualité entre peut-être ta casquette de chef d'entreprise où tu dois justement garder la face, entre guillemets, pour pouvoir justement annoncer ces décisions un peu difficiles, etc. Et la personne que tu es toi, avec tes émotions, tes ressentis, ta sensibilité, etc., qui du coup pourrait être un peu maltraitée, enfin malmenée dans cette période-là? C'est une bonne question. Moi, je sais qu'à cette époque-là, pareil, ça remonte un petit peu maintenant. Mais ouais, j'avais des questionnements quand même perso. Alors, dans le genre loose, dans la même période, je sortais d'une rupture compliquée, donc ambiance entre toutes. Mais du coup, ça a permis derrière un rebond génial en fait, parce que du fait de tout ça, j'ai vendu mon entreprise. Maintenant, je suis dans la meilleure relation. Enfin voilà, donc tout ça, ça a été permis parce qu'il y a eu les loses. Hein. C'est cliché, mais c'est parce qu'il y a eu des échecs que derrière, ça va mieux. Gna gna gna. C'est vrai souvent. C'est pas 100% du temps, mais souvent c'est vrai. Mais en tout cas, à ce moment-là, je sais que c'était une période où je me suis dit bon, il y a des choses à revoir. Et en fait, je voyais ça positivement. Il y avait quand même des peurs, bien sûr, notamment financièrement pour la boîte et tout, mais je me souviens quand même d'un côté positif parce que je me disais ouais, c'est l'occasion de remettre les choses à plat. Du coup, c'est une période de ma vie où à titre perso, j'explorais beaucoup le sujet des relations amoureuses. J'ai lu beaucoup, j'ai étudié beaucoup ce sujet-là sous des angles que j'avais jamais vus auparavant. Donc du coup, je voyais le positif de ça qui est bon, je passe dans une nouvelle ère de compréhension des relations amoureuses et de mon rapport à moi et tout ça. Et sur le côté business, c'était ok, en fait, je vais faire en sorte de prendre un moment un congé sabbatique, de prendre un temps off et de me demander ce que je veux vraiment, où j'amène l'entreprise, est-ce que j'ai envie de continuer cette entreprise, est-ce que finalement, je me souviens avoir eu la pensée de mais si ça se casse la figure, finalement, est-ce que c'est pas plus mal? Est-ce que c'est pas plus mal? Est-ce que finalement, ce serait pas l'occasion d'arrêter? Je me souviens avoir eu cette pensée-là. Et après, je l'ai éliminée parce que je me suis dit, non, j'aime l'équipe, il y a des projets cool, c'est une belle boîte, franchement, tout ce qui a été construit, j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc, ça a été l'occasion de se poser ces questions-là. Donc, oui, c'était un challenge perso, bien sûr, mais tu vois, j'ai des flashs de moments qui reviennent d'endroits de petits cafés où je bossais. En fait, je revois le café où j'étais le matin où j'envoyais les messages à toutes les personnes de l'équipe en mode on va se faire un appel. Je revois très très bien où j'étais, mais j'étais quand même dans un bon mood de c'est la vie, c'est une expérience et puis c'est comme ça quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a jamais tu vois le côté vraiment dramatique qui va durer longtemps. Ça va être des moments, des accès un peu de stress ou d'inquiétude à un moment, mais je fais en sorte de rapidement le contrebalancer, de ok, qu'est-ce que ça va t'amener après coup, et au final on s'en sort quoi. Après il y a des périodes aussi, tu vois, là c'était une période effectivement un petit peu loose entre tout quoi. Et des moments j'étais là pourquoi tout cela se passe-t-il, parce qu'il y a eu d'autres choses dans ma vie perso et tout, j'étais là mais pourquoi l'univers pourquoi l'univers fait ça? Et j'avais une amie avec qui on là les planètes elles sont pas alignées. C'est ça, tu vois, et on faisait des tirages d'oracle et on était là mais pourquoi? Bon, avec le recul, c'est très bien que ça soit passé comme ça. C'était pas hyper agréable par moment. Bon, on a survécu et puis voilà quoi. Ouais, c'est Mercure qui devait être en train de rétrograder et Voilà. c'était vraiment pas très agréable.
Mais je crois que c'est pas, on dit, genre, justement, quand il y a plein de merde qui t'arrive dans la vie, perso, business, c'est justement pour te montrer ce dont tu dois te débarrasser et pour repartir sur de bonnes bases derrière. Finalement, j'ai l'impression que c'était un peu ça, hein, Ouais, ouais, ça a ouais. pas été agréable dans le perso comme dans le pro, mais derrière, ça t'a permis de réfléchir déjà à des questions qui visiblement trottaient déjà depuis un petit moment et d'aller vers une relation même sentimentale, du coup, qui a l'air plus agréable pour toi aujourd'hui que de ce que je Ouais. comprends que ce que tu avais avant. Donc, ça a été très désagréable sur le coup, ça a dû faire mal, mais finalement, comme tu dis, tu rebondis très très vite aussi. J'ai l'impression, c'est ok, ça va pas, mais il faut que je rebondisse vite et il faut trouver des solutions et il faut arranger Ouais. les choses pour moi, quoi. Et au final, bah, aujourd'hui, ça a l'air d'être Bah, c'est ça, c'est de pas plutôt bien engagé. s'engluer en fait là-dedans. Après, ça peut sembler long, hein. Je vous avoue qu'il y avait des moments où j'étais là, ok, je veux bien qu'il fallait passer vers les trucs difficiles pour que ça aille mieux après, mais là, ça commence à faire très très long. Donc parfois, le chemin peut sembler long quand même pendant ce temps-là. Je pense que ce qui aide aussi, je reviens à la santé, il faut pas oublier aussi que notre deuxième cerveau, il est dans nos intestins et que quand aussi on ne prend pas soin de notre corps, ça impacte aussi beaucoup les symptômes mentaux, le stress, la dépression, etc. Et en fait, parfois, plutôt que de chercher, si on voit que ça bloque et qu'on s'en sort pas et tout ça, de chercher dans notre esprit sur le côté mindset et gna gna gna, d'aller voir dans notre rapport à notre corps, dans notre alimentation, notre santé, le mouvement, etc. J'insiste vraiment là-dessus parce que pour moi, les deux sont vraiment fondamentalement connectés. Et dans cette période-là, j'ai pas arrêté de prendre soin de moi. Et je pense que ça a aussi énormément joué. Et qu'est-ce qui fait que on sombre ou on ne sombre pas dans les moments difficiles? Ça joue beaucoup. Et c'est pas une question de, il y a des gens qui ont un meilleur mindset, une meilleure résilience, plus de volonté, et je sais pas quoi. Mais ça vient aussi beaucoup de notre corps en fait. Donc avant de se flageller en mode ouais mais moi je me remets pas aussi vite ou j'ai pas une capacité de résilience ou je sais pas quoi, c'est pas que ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimais bien le terme holistique que tu as employé. Et effectivement, c'est un tout en fait. C'est notre rapport à nos expériences passées, c'est notre foi dans l'avenir, peut-être un peu de spiritualité aussi. C'est notre corps, c'est beaucoup de choses en fait qui vont se mélanger. Et prendre que l'angle mindset n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut vraiment aller regarder tout ce qui est en train de se jouer. Et c'est des petites portes qu'on va entrouvrir un petit peu partout, mais qui vont du coup faire la différence pour se sortir de là et se sentir mieux dans les périodes de loose en fait. C'est vrai que j'avais entendu l'interview de Jérémy Ferrari. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un humoriste qui était en dépression, qui a fait des tentatives, etc. Et qui disait justement tout ce que t'as pas envie de faire quand t'es en dépression, mais ça marche, voilà, quand t'es pas bien. Genre faire du sport, sortir, voir des gens, parler. C'est justement tout ce que tu devrais faire pour te sortir de cette situation où t'es, comme tu disais, englué, en fait. Ouais, c'est pas les premiers trucs que t'as envie de faire, parce que ça te demande de l'énergie, évidemment, tu fais avec ce que tu peux, mais en même temps, c'est ça, comme tu dis, les petites portes qui vont te permettre voilà, je sors 5 minutes à l'extérieur, prendre un petit peu l'air, je mange un petit peu plus équilibré, ou je m'hydrate plus, enfin des choses basiques, mais qui vont pouvoir, comme tu dis, impacter derrière Totalement. aussi ta façon d'être plus résiliente, enfin de remonter la pente. Si t'es déjà dans une meilleure santé, c'est un petit peu plus simple que si t'es comme au fond de ton canapé à bouffer du McDo à C'est clair. répétition, quoi. Et ça s'entretient. Et justement, dans le côté de prévenir plutôt que guérir, quand on va bien, justement, plutôt que de se dire, bah, vu que je vais bien, c'est parti, le matin, j'attaque à fond sur l'ordi, je suis motivée, bah, en fait, commence à prendre l'habitude de déjà avoir du mouvement chaque jour, en fait. Moi, il y a des jours où effectivement, dérouler mon tapis de yoga ou peu importe si je fais pilates ou machin, peu importe ce que je fais, mais eh ben, au tout début, je suis là, petite flemme. Sauf qu'en fait, là, pour le coup, c'est effectivement comme un muscle que tu vas développer. Un peu comme la créativité quand tu crées du contenu. T'es pas tous les jours inspiré par ton contenu, mais tu prends l'habitude de faire 5 minutes. Et moi, ma petite astuce, c'est je fais juste 5 minutes. Vraiment, les moments où je suis pas motivée, c'est je fais juste 5 minutes. Et comme je pars du principe que c'est que 5 minutes, du coup, c'est beaucoup plus accessible que si je me dis c'est parti pour la séance de 3/4 d'heure. Je fais mes 5 minutes et très souvent, du coup, bah, je suis lancée, j'ai envie de continuer. Et il y a des fois où en fait les 5 minutes, franchement, c'était cool, mais j'ai pas envie d'en faire plus. Et j'arrête. Mais en fait, ça muscle, tu vois, cette capacité à faire le petit truc qui va te faire du bien. Et c'est le cumul de ces petites choses-là qui fait, je pense, une vraie différence dans notre gestion de la loose.
Et j'ai une question aussi du coup, mais là plutôt axée sur l'entourage. Bon alors on a compris que bon ton ex ne t'a pas trop aidé dans cette période-là, mais est-ce qu'à Non, côté mais de ça, il y a eu j'ai beaucoup de gratitude pour lui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Le pauvre. Non, c'était, je veux dire, on n'est dans pas le en sens train où de le... il était pas là pour te soutenir, je pense, À ce dans moment-là, toutes ces oui. looses. Est-ce que ton entourage, ta famille, tes amis, je sais pas, d'autres entrepreneurs que tu connais ont pu justement aussi jouer dans le fait de rebondir, de t'apporter un nouvel air, le fait de voilà de te lancer dans la vente de Postadem pour démarrer quelque chose d'autre? Ouais. Clairement, l'entourage, super important. Moi, il y a eu l'amitié qui a été très, très importante pour moi, qui a joué un rôle très important pendant cette période-là. Vraiment, j'étais très proche de mes amis. D'ailleurs, très, très proche, puisque justement, celui avec qui je suis en couple désormais, c'est mon ancien meilleur ami. Donc oui, il a été là pour me soutenir et m'aider dans cette période-là. Et donc, ça a énormément joué. Ça, c'est clair. Pas que lui, hein, d'autres amis aussi, mais en tout cas, ça a beaucoup joué. Puisque justement j'avais pas de relation de couple quali à ce moment-là et de soutien amoureux en fait, donc ça s'est joué sur le plan amical beaucoup plus. Et ensuite moi j'étais membre de mastermind, de réseau d'entrepreneurs, et donc j'avais un entourage business hyper qualitatif, et des personnes que je pouvais appeler soit sur le côté soutien, soit sur le côté très pragmatique business, comment je m'y prends, comment toi t'as fait, etc. En plus, du coup, comme j'étais membre de Mastermind, là, j'y suis plus maintenant parce que j'en ai fait pendant 4 ans et là, j'avais besoin d'un petit break. Mais en fait, j'avais des rencontres tous les trimestres, voire parfois plus souvent que ça. Et donc, pendant ces rencontres, je passais 2-3 jours avec des entrepreneurs, on parlait de tout ça. Donc, en fait, même à la limite, si j'avais dû m'inscrire à ce moment-là, peut-être que j'aurais eu la flemme. Mais là, j'étais déjà inscrite. Il y avait la rencontre. Donc, du coup, j'étais dans un cadre propice à tout ça. J'avais aussi mon associé sur Postadem avec qui je pouvais en parler. Donc, en fait, j'étais pas du tout isolée là-dedans, mais alors pas du tout. Et ça a vraiment changé la donne. Et c'est pour ça aussi que dans les facteurs clés de santé mentale, il y a aussi l'entourage, la communication, le fait de pas se sentir isolé. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai rempli un questionnaire. Là, je démarre un accompagnement avec une nutrithérapeute. J'aime bien tester des approches différentes. Et il y a un petit questionnaire de diagnostic. Et il y a des questions là-dessus, justement, sur est-ce que vous souffrez d'isolement? Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que la communication est fluide avec vos proches, etc. Et ça fait partie de ta santé, en fait, tout ça. Et donc, ouais, ça a beaucoup joué. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir 300 personnes. Hein. Il suffit parfois d'avoir ne serait-ce qu'une personne. Et c'est pas forcément d'ailleurs notre conjoint, ça peut être quelqu'un d'autre, mais qui va avoir ce rôle-là d'échange avec nous, et c'est méga, méga important. Et personne m'a, on va dire, démotivée, personne, ou alors je m'en souviens pas. C'est pas impossible non plus. Je me sois dit, écoute, je ne t'écoute pas. Mais en tout cas, je me souviens pas que quelqu'un ait cherché à me décourager. Ah si, maintenant que j'y pense, j'ai des conversations qui me reviennent, c'est juste que je les ai occultées. Je pense à une, c'est un ami, hein, donc voilà, ça partait pas du tout de mauvaise intention, mais qui me disait qu'effectivement, il fallait que je persévère, et que c'était juste une mauvaise passade sur Postadem, et que quand même, il y avait ça à faire, et plein de stratégies à mettre en place. Et en fait, je sortais des discussions et j'étais là, oh là là, mais en fait, j'ai pas. Alors là, je suis pas forcément dans le moment où il y avait le problème de trésorerie. Hein. Je suis dans le moment où je trouve plus de sens. Donc là, la trésorerie est stabilisée et tout ça. On est dans la phase où je sens que j'ai envie de passer à autre chose, mais en même temps, j'ai pas forcément de solution pour sortir de Postadem. On est dans cette phase-là. Et en fait, je sentais que les discussions avec les amis qui voulaient me proposer des stratégies ou me dire de persévérer ou de faire ci ou de faire ça, j'avais pas envie, en fait. Et donc, quelque part, gratitude, ça m'a permis de me rendre compte que le problème, c'était pas la stratégie, c'était juste que moi, j'avais envie d'arrêter Postadem. Donc ouais, l'entourage compte à la fois pour nous soutenir, nous donner des idées, nous comprendre, et aussi parfois pour nous permettre de se rendre compte de ce qu'on veut pas. Ouais, c'est un peu, je te demande ton avis, et puis en fait, non, je vais pas le suivre parce que je me rends compte que c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. C'est parfait, je te remercie de ton aide. C'est ça. Ok. Et donc oui, toujours par rapport au fait de se confier, entre guillemets, d'aller chercher du soutien dans ton entourage et tout, est-ce qu'à un moment donné, t'as eu peur justement d'être jugé, d'être décrédibilisé aussi? Parce que mine de rien, pendant quelques années, tu te construis une crédibilité, puis t'arrives à une période où ça devient plus compliqué. Est-ce que t'as eu des peurs, des croyances, des choses comme ça à ce moment-là, ou pas du tout? Oui, effectivement. Dans les craintes que j'ai eues, déjà, il y a eu le fait de... Quand j'ai capté que je voulais arrêter Postadem, ça a été ce qui a été compliqué. C'est pas tellement par rapport à mes amis, c'est plus par rapport à mes associés et par rapport à l'équipe. Et aussi aux clients, à la communauté, etc.
Mais quand je me suis dit, ok, moi je suis au clair là-dessus, mais il va falloir annoncer ça, ça va pas être, comment ça va être reçu en fait? Ça fait, tu quittes le navire, ça fait, c'est quoi mes craintes? J'avais peur qu'on pense que je quitte le navire. J'avais peur de décevoir. Franchement, le truc un peu chapeau, c'était la peur de décevoir, clairement. Ça a été par moments assez présent. Ça m'a pas empêché de le faire. Et franchement, les retours ont tous été excellents. Je pense que pareil, j'ai communiqué sur le vrai pourquoi, sur tout ça. Mais ça, franchement, gratitude parce que j'ai vraiment un entourage pro-perso génial. Donc, il y a eu cette crainte-là. Et il y a eu la crainte, je sais pas si ça répond à ta question, mais justement en arrêtant Postadem, du coup à la base je savais pas comment j'allais arrêter. Ensuite j'ai pris la décision de vendre et tout ça. Mais quand j'ai vendu, je me suis dit mais en fait je vais être plus personne en fait, parce que là les gens me connaissent comme Charlotte de Postadem. Postadem a une petite notoriété sur le marché de la reconversion. Voilà, il y a le livre, j'ai été interviewée sur plein de médias, il y a une grosse communauté et tout, c'est cool. Mais là, du coup, je vais être Charlotte. Point. D'ailleurs, mes amis, enfin notamment PB, qui maintenant n'est plus mon ami, qui est plus que ça, qui m'appelait toujours Charlotte Apieto de Postadem. Et on en parlait une fois, on me disait, mais ça va être Charlotte Apieto tout court, du coup, c'est super bizarre, parce que ça faisait des années que c'était Charlotte Apieto de Postadem, tu vois. Et je me disais, mais ça va être quoi mon petit truc à moi, en fait, parce que Postadem, le nom est stylé, il y a un track record, tu vois, il y a des accomplissements statutaires à donner avec un livre, un nombre d'abonnés, tu vois, c'est cool parce que sur le papier il y a des choses, mais là finalement c'était, je redeviens entre guillemets personne. Bon, je dis pas que j'étais une méga star non plus, tu vois, mais quand même j'étais là, il y avait une petite notoriété. J'ai eu peur de ça. Et pour autant mon choix il était fait, mais c'était une crainte que je pouvais avoir, donc ouais, et puis en plus parce que quand je me suis lancée dans Postadem, il n'y avait pas grand monde sur le marché. Là, je me suis dit de quoi je vais parler. Déjà, je savais pas à la base ce que j'allais faire comme business ensuite. Hein. C'était pas forcément clair. Hein. Quand j'ai pris la décision de vendre, j'avais pas un projet clair pour la suite. Et je me disais, si je fais de l'accompagnement business, qui est ce que je sais faire, en fait, il y a des milliers de personnes qui font ça sur Instagram. Hein. Le marché, il a évolué depuis, en fait. Donc, je vais être qui, je vais être quoi, et je vais être une parmi tant d'autres. Voilà, il y a eu un petit peu ce moment égo. C'est de l'ego. C'est de la peur effectivement financière en mode est-ce que finalement c'est vraiment un bon move ce que je suis en train de faire, et l'ego. Et puis au final j'y trouve aussi plein d'avantages, et au final je me rends compte que oui, pour plein de gens sur terre je suis personne en fait, et c'est ok, et qu'il y a des gens pour qui je suis pas personne et qui me suivent depuis longtemps et qui aiment, et puis des gens qui me découvrent maintenant, des gens qui me suivaient qui me suivent plus. C'est juste le flot de la vie, et en fait quelque part on s'en fiche. Voilà la conclusion que j'en ai tirée. Oui, quelque part, Charlotte de Postadem, elle a aussi aidé Charlotte de la Dolce Vita, parce que tu avais quand même acquéri une notoriété, une crédibilité sur le marché en étant Postadem. Donc, du coup, forcément, il y a certaines personnes qui ont suivi peut-être le flow sur ton nouveau business, la Dolce Vita, etc. Ouais, c'est ça. Après, il y en a aussi beaucoup la majorité n'a pas suivi, parce que la cible de Postadem n'est pas la même aussi. Et puis, attends, là, on parle de Dolce Vita, tout ça, mais au début, quand j'ai décidé de vendre Postadem, il n'y avait pas un positionnement fou. En fait, moi, je faisais déjà du mentorat business en parallèle de Postadem avec mes immersions. Donc, je faisais ça comme ça. Charlotte Apieto fait des immersions, quoi, c'est tout. Mais il n'y avait pas, tu vois, le petit concept un peu sympa. Alors là, il y a la Dolce Vita qui est ressortie, je sais même plus comment au début. Il n'y avait pas de projet clair autour de ça. C'est juste que j'avais dû en parler une fois ou deux en story. J'aime bien l'Italie, on me voit souvent en Italie. C'est un peu mon mode de vie. Et comme les gens m'en parlaient, Madame Dolce Vita et tout, je me suis dit, bon, visiblement, c'est un mot qui plaît, donc je l'ai gardé, et maintenant je le mets partout à toutes les sauces, vu que ça plaît. Mais il n'y avait pas de projet très établi à la base là-dessus. Donc ouais, et puis parce que je sais qu'avant, que ce soit les rencontres d'entrepreneurs, ou même c'est arrivé dans la rue, c'est arrivé dans des soirées qui avaient rien à voir avec le business, en fait, qu'on me reconnaisse. C'est arrivé pas mal de fois. Et ou des lecteurs du livre et tout, dans des moments mais random dans la rue, et du coup c'est vrai que j'étais là, sur le coup moi ça me gêne un petit peu parce que je suis pas forcément à l'aise et tout ça, mais en même temps ça flatte, et je me suis dit mais ça arrivera plus en fait, parce que je vais être plus personne, et zut, alors est-ce que du coup je vais pas louper ma vie en faisant ce changement. Puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas vraiment ça ma définition de la réussite, et qu'en fait c'était pas important. Oui, ça fait plaisir, oui, ça sert l'ego,
mais franchement, ça change pas grand-chose à ma vie et je préfère faire quelque chose qui aujourd'hui résonne plus avec qui je suis maintenant, même si c'est un peu moins stylé sur le papier. Et encore, hein, parce que les gens qui suivent et qui sont clients, ils adorent, donc c'est cool. Mais voilà, ce qui compte, c'est que moi, ça résonne avec ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, quoi. Ouais, finalement, c'était un petit pic de l'ego qui était un petit peu vexé de qui vais-je devenir maintenant si je ne suis plus Charlotte Apieto de Postadem? C'est Qui ça. suis-je dans ce monde impitoyable dans l'entrepreneuriat? Mais au final, comme tu l'as dit, je pense que c'est que tu as suivi un truc qui était beaucoup plus important pour toi, qui avait beaucoup plus de sens pour toi aujourd'hui, parce que c'est ça la question que je voulais poser tout à l'heure, c'est ça a mis combien de temps pour que tu te dises je vais vendre Postadem? Enfin, ça a été quoi le cheminement? Parce que tu nous as dit que c'était très long. Euh, Qu'est-ce qui a fait déjà que tu as finalement pris cette décision? Qu'est-ce que tu t'es rendu compte de quoi et ça a mis combien de temps? Alors, les challenges de Trésor, c'était début 2022 ou début 2023, je ne sais plus. En tout cas, il y a quelques mois qui se sont passés après, de mémoire. Ensuite, il y a eu l'été où je me suis dit, j'ai envie d'arrêter, donc je me laisse 9 mois pour que le business puisse tourner intégralement sans moi. Donc ça, c'était le projet d'avoir un business qui tourne sans ma présence pour qu'au retour, en fait, en une demi-journée par semaine, j'ai fait mon travail sur Postadem et que du coup, j'ai le temps pour faire d'autres choses. J'avais pas encore en tête que je pouvais vendre mon business. Du coup, c'était parti de là, à la base. Donc ça, c'était en septembre de je sais plus quelle année parce que je suis un peu perdue dans les dates. Donc, si, c'est... Non, je sais plus. Bon, on s'en fiche. En tout cas, c'était en septembre, ça c'est sûr. Septembre 2022, probablement. Ensuite, je me suis laissé le temps de mettre tout ça en place. Il y a eu les discussions ensuite pour la vente parce que j'ai eu des échanges, des opportunités. Ensuite, on s'est mis d'accord sur la vente de Postadem. Et ensuite, il y a eu toute la période de préparation de l'administratif pour la vente, la passation, et dans le même temps, moi, je développais la nouvelle activité. Donc, au total, entre le moment où j'ai commencé à me poser des questions sur mon alignement avec Postadem et le moment où je me suis mise d'accord sur la vente, il s'est quand même passé quasiment un an. Donc effectivement, c'est ça, devait être 2022. C'est passé un an entre mes premiers questionnements et le fait de prendre la décision de vendre. Ensuite, c'est passé encore des mois avant de donner les clés, de faire la vente, etc. Donc au total, c'est un processus qui a quand même duré 1 an et demi, voire 2 ans. Alors évidemment, pendant ces 2 ans, c'était pas la loose pendant 2 ans, attention. Hein. C'est dans le sens où la période de loose, il y a eu 6 mois difficiles. Le truc de rupture, business, où il y a des problèmes et tout ça. Mais cette période-là, en fait, c'était une période sur le reste du temps qui était, j'ai trouvé passionnante parce que j'ai tellement, je me suis posé tellement de questions, ça m'a fait prendre du recul sur beaucoup de choses. Moi, en tant que personne, j'ai beaucoup évolué sur beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, le fait de ne plus être Charlotte de Postadem, mais être Charlotte Apieto tout court, ça m'a permis aussi d'évoluer sur beaucoup de choses parce que je me suis rendu compte que je me contraignais dans une image, dans un cadre, dans une espèce de personnage qui était Charlotte de Postadem et qui devait un peu rester fidèle à Charlotte de Postadem. Donc, ça m'a fait évoluer sur beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ça s'est pas fait en un claquement de doigts et c'est passé par plein de hauts, de bas et de choses comme ça, quoi. Tu vois, il y a un des projets de session de la boîte qui s'est pas fait. Donc, il y en a 2. J'étais là, oh là là, ça s'est pas fait 2 fois d'affilée. Est-ce que je vais arriver à la vente? Sauf que maintenant, j'ai envie de la vendre. Donc, si jamais ça ne se fait pas, ça va être horrible parce que comment je vais faire? En plus, maintenant, j'en ai parlé un peu à l'équipe. Donc, ils vont se dire, mais attends, elle continue alors qu'elle aime plus. Alors, voilà. Donc, bon, au final, tout est bien qui finit bien. Je l'ai vendu. Mais ouais, il y a eu ces moments-là et si ça n'aboutit pas et qu'en fait, il faut retourner un peu, entre guillemets, au charbon. C'est des guillemets, hein, parce que le charbon était pas trop hardcore non plus, mais il faut s'y remettre et porter la boîte à nouveau. Donc voilà, il y a eu des choses comme ça. Il y a eu des challenges aussi dans la passation aussi, lors de la vente, entre déjà l'administratif, des trucs qu'on capte un peu tard sur tout ce qui est fiscalité, etc., des déceptions, des incompréhensions, il y en a eu aussi. Donc en fait, voilà, des moments un peu compliqués, il y en a eu. Et ça fait partie du jeu, je pense, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, vendre son entreprise. En fait, tous les projets un petit peu ambitieux qu'on peut avoir, même les projets d'ailleurs perso, que ce soit tu t'organises un tour du monde, tu vas avoir des moments de lose extrêmes dans ton tour du monde. Hein. Donc tout projet ambitieux va avec ces moments de lose extrêmes, je pense. Ouais, donc ça a mis quand même presque 2 ans d'introspection, de haut, de bas, de doute quand même. Est-ce que ça va se vendre? Est-ce que et comme tu dis, retourner au charbon, évidemment, il y a pire, hein, visiblement. Mais c'est vrai que si tu t'étais déjà mis dans l'idée
bah, je vais arrêter, je vais faire quelque chose qui a plus de sens aujourd'hui pour moi, avec mes valeurs et ce que j'ai envie de donner. C'est vrai que c'est plus compliqué derrière, je pense, de retourner dans quelque chose où tu avais fait un petit Ça. peu une croix dessus, entre guillemets, derrière, quoi. Et du coup, ça a été une libération, enfin, finalement, parce que tu dis ne serait-ce que me libérer de Postadem en nom de famille, limite, ça a été une libération pour toi en tant que personne? Ouais. Ouais, j'ai vraiment eu un sentiment de libération, pas dans le sens où, je sais pas, les clients étaient nuls, l'équipe était nulle et machin, mais pas du tout. C'était pas du tout ça, c'était pas un rejet parce que les choses sont pas bien. C'était plus, bah, en fait, moi, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai envie d'autre chose. Et du coup, de pouvoir vendre, donc arrêter ça en échange d'une somme d'argent, ce qui est quand même plutôt cool par rapport à arrêter tout court, et d'avoir vraiment mes champ libre, j'avais page blanche pour redémarrer un business. J'ai adoré ça et j'aime toujours ça parce que bah, finalement, je suis toujours dans cette phase de je suis en train de construire, de développer. Alors, il commence à y avoir déjà plus de choses en place, mais au final, ça a été ouais un sentiment de libération, d'évolution qui était très chouette. Donc, j'ai vraiment aucun regret. Les choses, certes, ont été parfois un peu laborieuses, un petit peu longues, etc. Mais c'est pour le meilleur derrière et ouais. Ouais, ouais. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être un conseil mindset justement et un autre peut-être plus pratico-pratique justement pour les personnes qui traversent des échecs et qui peut-être s'engluent un petit peu ou qui savent pas trop comment s'en sortir? Est-ce que tu aurais un petit conseil à nous partager? Je pense que ouh là là, il y en a plein, mais en fait, j'ai envie de revenir à la racine de cette histoire-là, qui est pourquoi tu as l'impression de vivre un échec en ce moment? Parce qu'en fait, si ce que tu es en train de vivre, tu considères ça comme un échec, c'est que tu as déjà une perception biaisée, en tout cas arbitraire, subjective, dites-le comme vous voulez, sur la situation. Mais une situation en soi n'est pas un échec ou un succès. Comme l'exemple de mon premier lancement où j'ai fait 2500 €, c'est juste 2500 € en fait. Pour moi, à ce moment-là, c'était un succès parce que c'était mon objectif. Si la moi d'aujourd'hui, au prochain lancement, je fais 2500 €, c'est un échec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est plutôt pourquoi je pose ce regard sur la situation. Quelle est ma définition, en fait, du succès et de l'échec et d'où elle me vient. Et ça, c'est super important. Si déjà tu prends le temps, ne serait-ce que 20 minutes, pour te poser et te dire d'où j'ai tiré la conclusion que ça, c'était un échec. Qui m'a dit ça? À qui je me compare? Qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé qui me dit que machin? Qu'est-ce que je mets sur un piédestal? Parce que si ça, tu le vois comme un échec, c'est qu'il y a une situation inverse que tu mets sur un piédestal. Et du coup, tu mets sur un piédestal aussi les gens qui sont en train de vivre cette situation-là. Et du coup, si tu commences à le voir comme ça, et qu'en fait, tu poses... je reviens sur cette histoire de vision holistique, là, dans le sens de vision holistique de cette situation. Pourquoi elle arrive? Quel est le sens que je lui donne? Et en fait, quelle autre histoire je peux me raconter sur cette situation? Ce lancement que j'estime loupé, quelle autre histoire je peux me raconter là-dessus? Mais comme une rupture amoureuse, comme un couple, comme ce que tu veux en fait. Tu vas lui donner une certaine signification. Et moi, je sais que tu me demandais tout à l'heure si je suis en mode c'est la fin du monde et tout ça, et le fait que je revienne vite. C'est parce qu'à chaque fois, je me dis, ok, cette situation, je m'amuse. En fait, c'est un jeu un peu pour moi de me dire comment je pourrais voir ce truc-là autrement. Et vraiment, je joue le jeu. Et parfois, je prends mon téléphone, j'ai des notes comme ça dans mon téléphone, où je me dis, cette situation, on va raconter une autre histoire là-dessus. C'est quoi les bénéfices? C'est quoi les avantages à être dans cette situation à l'instant T? Et il y a des avantages à être en galère de trésor. Il y a des avantages à, par exemple, louper un lancement. Il y a des avantages à pas être motivé en ce moment. Il y a des bénéfices à tout. Comme il y avait des bénéfices à vivre cette rupture, comme il y avait des bénéfices à vivre ce problème dans le business, comme il y a eu des bénéfices à ne pas vendre l'entreprise à tel acquéreur, etc. En fait, donc à partir du moment où juste tu changes, tu regardes de différents angles ta situation d'échec, déjà ce n'est plus un échec, donc ça change tout. Ça c'est mon premier conseil. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, déjà ça va mieux, tu retrouves un petit peu plus ton libre arbitre, ton esprit clair, etc. Et ben là, c'est la vision holistique de je vais voir ce que je peux travailler sur mon mindset pour résoudre ce problème. Je vais étudier d'un point de vue purement pragmatique les solutions qui s'offrent à moi pour résoudre mon problème, qui sont en ma capacité, en ma possession.
Et ensuite, je vais prendre soin de moi. C'est pas parce que j'ai un problème financier ou autre à gérer que je peux pas aller me faire une promenade ce matin, que je peux pas prendre soin de moi, me prendre un bain, me faire masser et machin et compagnie. Donc voilà, moi le conseil que je donnerais sur tout ça, je pense que c'est ça, et juste de sortir de la petite voix dans notre tête qui tourne en boucle et qui ne sert à rien du tout. J'aime beaucoup ton conseil parce que souvent, quand on a des interviews comme ça, on pose la même question à tout le monde à la fin. Et souvent, on a des conseils très pertinents, très intéressants sur justement comment gérer le après-échec, comment rebondir, etc., quoi mettre en place. Et j'aime beaucoup cette vision de se dire, avant de vouloir gérer, avant de vouloir passer à autre chose, déjà reviens à la racine de tout et change en fait ta vision des choses, parce que souvent c'est le cas dans plein de situations dans la vie. En fait, quand t'as le nez dans le caca, pour rester poli, tu ne vois que ça. Alors que des fois, tu as juste à reculer de 2-3 pas en arrière et en fait te rendre compte que du coup, tu as d'autres solutions qui se mettent en place, etc. Et c'est hyper important parce que c'est bien de rebondir, mais avant de rebondir, il faut savoir pourquoi tu veux faire les choses, quoi. Ouais, exactement. Et t'as pas besoin d'avoir à rebondir si c'est pas un échec. Donc en fait, commence par voir ça autrement que comme un échec. Ouais, j'avais vu dans une série l'autre jour, justement, le mec disait un échec reste un échec à partir du moment. Enfin, un échec est un échec si tu laisses tomber, en fait. C'est-à-dire que ça signifie rien, enfin, sauf si tu laisses tomber. Et là, effectivement, c'est définitif. Ouais, ok, tu t'es planté puisque t'as pas essayé de creuser à la racine qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je pourrais faire mieux la prochaine fois. Ou au contraire, finalement, c'est peut-être pas tant un échec que ça. Mais voilà, à partir du moment où tu laisses tomber et que tu lâches tes armes et que tu dis, bon, c'est bon, j'en ai marre, ça sert à rien, j'y arriverai jamais. Bon, là, effectivement, c'est peut-être là où c'est un petit peu plus dommage, quoi. Tu vois, c'est même là, en fait. Pour moi, c'est pas un échec. C'est-à-dire que si tu te dis, c'est pas un échec uniquement si je persévère, en fait, t'es encore dans cette dualité de succès-échec. Donc moi, je reviens encore plus à la racine de ça, qui est, en fait, le fait de lâcher l'affaire fait partie des options. Ça fait, mais totalement partie des options. Et d'ailleurs, pour Postadem, j'aurais pu me dire, tu sais quoi, il y a des galères de trésor, allons au bout et on arrête. Et ça aurait été possible en soi. Tu peux choisir de ne pas persévérer. D'ailleurs, est-ce que quelque part, si on veut rester notre dualité échec-réussite, c'est pas un échec plutôt de se dire je persévère sur un truc, juste par principe pour pas que ce soit la loose, alors qu'en vrai, ce dont j'ai fondamentalement envie, c'est de lâcher l'affaire, quoi. Donc en fait, c'est vraiment dans notre perception et cette dualité de succès-échec que je pense que ça vaut le coup, et c'est de travailler en tout cas. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est en plein dedans, mais je pense que, tu vois, et c'est intéressant du coup cette interview parce que je pense que c'est un des trucs principaux que m'ont amené là ces 2 années plus difficiles et qui fait que maintenant il y a un certain lâcher prise beaucoup plus important, même dans ma relation amoureuse. J'ai plus la peur de l'échec de la relation amoureuse, par exemple. C'est plus quelque chose qui me parle aujourd'hui. Donc, je pense que cette dualité, c'est vraiment la racine de tout. Donc, finalement, le podcast de la loose, il faut le renommer. Je plaisante. Conclusion, il n'y a pas de loose possible. C'est le regard qu'on porte dessus. Tu viens de ruiner notre concept. Merci beaucoup. Et voilà, c'est maintenant que le podcast de la loose se termine, après quelques épisodes, désolée. Mais ce n'est pas un échec et que ça s'arrête. Tant qu'on ne le vit pas comme un échec, c'est parfait. Donc c'est bon, c'était une expérience et on prend comme ça vient et puis c'est parfait. Parfait. Non mais après t'as raison, c'est ça, c'est une question de perception. Si en soi tu t'arrêtes et que c'est ce que tu voulais, c'était ce dont tu avais besoin, etc. Clairement oui, c'est pas un échec, c'est juste si t'es là à te morfondre, mais que derrière tu fais rien et que tu prends même pas la décision d'arrêter ou de continuer, enfin tu sais que t'es un petit peu dans ces sables mouvants, c'est plus là où je trouve que c'est gênant parce que oui. Voilà, mais effectivement, arrêter, si tu sens qu'il faut arrêter, let's go, hein, ça sert à rien de foncer dans le mur parce que va-t-on penser de moi, ou alors ce sera un foirage total, que vais-je penser de moi? Tout à fait. Non, on est bien d'accord là-dessus, mais on renommera pas le podcast, non. Et on l'arrêtera pas non plus, hein, d'ailleurs. Non, ok, Charlotte, on se dirige du coup tout doucement vers la fin de l'épisode. Est-ce que tu as une dernière chose que tu veux nous partager, ou est-ce qu'on peut te retrouver aussi par exemple sur les réseaux sociaux justement pour suivre la Dolce Vita? Je vois que vous avez un accent pour dire ça, c'est magnifique, vraiment, j'adore. Moi c'est des origines, désolée. Impressionnant. On s'implique à fond. Hein.
Oui, bien sûr, on peut me suivre sur Instagram. Moi aussi, je vais mettre l'accent pour ça. Sur Insta, évidemment, sur Charlotte Apieto, du coup. Charlotte Apieto tout court. Donc, on peut me suivre là-dessus. Je partage plein de choses. Je partage des conseils business. Je partage... voilà, il y a le lien aussi vers mon canal Telegram parce que je partage beaucoup de choses en audio sur mon canal Telegram. Il y a aussi les emails. Enfin bref, il y a plein de choses. Mais la base de la base, c'est effectivement d'aller sur le compte Instagram Charlotte Apieto. Parfait. Merci beaucoup, Charlotte. Et bonne journée, bon week-end et bon succès, bon échec ou bon tout ce que tu veux. Et à Merci bientôt. beaucoup. Merci pour votre invitation et à bientôt. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?